pour avoir organisé cette série sur l'émergence. C'est une question en fait dont nous avons parlé ensemble il y a quelques années, au moment où nous avions songé à faire un projet de recherche sur cette question, alors que venait de paraître il y a peu de temps un tome de la philosophie des sciences qu'Olivier Soutet a à côté de lui, dans lequel il y avait un article d'Anne Fagot-Largeau sur la notion d'émergence, sur ce concept qui était tout à fait important donc dans les théories scientifiques, physiques et biologiques de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Et donc, comme le souligne Claire également, nous avons donc ce numéro de la recherche de 2007 qui indique justement toute l'importance de cette théorie. Alors cette théorie, par conséquent, nous semblait comme quelque chose d'important et qui pouvait sans doute apporter pour une conception de la linguistique, en particulier du changement linguistique, alors que ces questions du changement linguistique deviennent de plus en plus importantes dans les derniers travaux qui ont pu être faits dans la perspective de la diachronie. Alors je commencerai peut-être par rappeler très rapidement ce que c'est que ce concept de l'émergence et pourquoi justement il m'avait semblé intéressant, avant de laisser la parole à Olivier Soutet, qui, beaucoup plus théoricien que moi, aura certainement beaucoup plus d'éléments à dire sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce que l'émergence ? Alors, ce nom d'émergence est évidemment un nom qui appartient au langage courant, mais dans la conception scientifique, c'est un concept qui est lié à la nouveauté, qui est en relation avec l'évolution d'un système complexe, avec une idée de départ qui est qu'un tout n'est pas la somme des constituants et que les propriétés du tout ne sont pas celles des constituants. Et c'est pour cela qu'il y a une distinction qui est faite de manière très claire entre, d'un côté, des résultants, des constituants qui sont des résultants prédictibles, et de l'autre, des émergents qui ne peuvent pas être prédits des conditions intérieures de l'expérience et qui apparaissent au terme d'un processus qui est non prescriptible. Alors l'intérêt de cette théorie, c'est donc de supposer à la fois une continuité et une discontinuité, avec une continuité réelle du point de vue des composants, mais en même temps une discontinuité apparente avec l'émergence. Alors cette théorie telle que l'a exprimée Anne Fagot-Largeau, qui en a proposé tout un historique tout à fait passionnant, c'est une théorie qui est née progressivement au cours du XIXe, mais qui s'est véritablement exprimée et élaborée au début du XXe avec un certain nombre d'auteurs, par exemple Whitehead et Simondon, qui ont permis d'indiquer justement un certain nombre de caractéristiques plus nettes de ce processus. Par exemple, pour Whitehead, c'est un processus individuant qui émerge du monde et qui revient se fondre dans le monde après avoir culminé dans la satisfaction interne du sujet. Quant à Simondon, il indique 3 niveaux dans un processus évolutif d'émergence, une forme qui émerge d'un fond, qui prend en un point, c'est l'acte structurant, puis qui se propage, c'est l'opération transductive. Et en fait, cette description du processus évolutif d'émergence est à rapprocher des dernières analyses de Michel Bagnard qui apparaissent dans son article dans le livre qu'il a dirigé qui s'appelle La fabrique du signe linguistique de l'émergence et qui est paru en 2010, où il dit justement où il manifeste justement un certain nombre d'étapes qui sont très proches de ce processus. Je le cite: la plupart des mutations initiales trouvent une explication solide à partir de la pulsion énonciatrice
par laquelle un sujet fait fluctuer la parole commune dont il est dépositaire et acteur pour créer un signal différent. Ce dernier connaîtra le sort de tous les phénomènes de ce type, épiphénomène transitoire, tic individuel qui disparaîtra avec le locuteur, succès éphémère qui se propagera sur une zone ou un temps donné, création réussie qui va, comme on dit maintenant, se contextualiser, se généraliser. La dernière possibilité est la perpétuation du nouveau signal, et dans ce dernier cas, le diasystème de la langue est modifié. L'accumulation de ces changements conduit au changement de diasystème, à une forme nouvelle de la langue. On voit donc qu'on est très proche de cette description, avec une description chronologique, mais aussi un changement de niveau du point de vue de la complexité. Et c'est là, sans doute, la nouveauté par rapport à la description d'un processus classique. On a donc un caractère fondamental de l'émergence autour de ce caractère non prédictible du changement dans un système complexe et d'une absence d'additivité des causes dans une complexité qui s'accroît. Alors cette théorie, donc, a connu un net regain d'intérêt de la part des philosophes des sciences comme des scientifiques, parce qu'elle permettait en fait de rendre compte du changement dans des systèmes complexes. Et c'est en fait cela qui est tout à fait l'intéressant dans l'émergence pour eux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une apparition d'une nouvelle structure, mais qui peut être une organisation supérieure non prédictible à partir d'éléments inférieurs, des propriétés nouvelles non prédictibles, ni nécessairement explicables par des processus sous-jacents, ni déductibles. Ce qui veut dire, autrement dit, qu'on n'est plus du côté d'un processus explicable rationnellement, mais explicable par d'autres formes et qui est en relation avec les théories du chaos. Ce que l'on peut dire par ailleurs, c'est que donc des applications ont été faites de manière assez générale, aussi bien dans la biologie, la zoologie, l'anatomie, la philosophie, les sciences sociales, mais dans le domaine linguistique, en revanche, elles restent à la frontière, même si elles apparaissent en particulier pour l'origine des langues, et on a en particulier un certain nombre d'articles sur cette origine des langues qui part du modèle de l'émergence. Alors quand j'avais pensé à ce projet sur l'émergence, je m'étais donc dit qu'il était intéressant d'envisager en quoi ce modèle pouvait apporter à l'étude diachronique, et il me semble que les deux nouvelles parutions qui viennent d'apparaître et qui sont presque une émanation de ce lieu, puisqu'il s'agit aussi bien du dernier numéro de l'information grammaticale que du numéro diachronique qui vient de sortir, l'on voit que c'est une question qui se pose même pour le français le plus récent, puisque on le voit dans un article de Sandrine Reboul-Touré sur la dynamique lexicale en français contemporain, où l'on voit bien donc que l'opposition entre fait de discours et fait de langue pose la question de l'émergence. Et Sandrine Reboul-Touré replace les choses par rapport à Saussure et par rapport à sa conception du changement, mais ce qu'elle indique, c'est que finalement le passage du fait de discours au fait de langue ne va pas de soi, et elle essaie d'indiquer qu'il y a la nécessité d'un continuum de degrés dans ce passage, ainsi que l'évocation de l'échelle du temps, ce qui est évidemment un élément extrêmement important dans le concept de l'émergence. Dans le dernier numéro de l'information grammaticale, le français au XXIe siècle, continuité et évolution, où le mécanisme explicatif de l'évolution serait, selon Cécile Narjoux et Marie-Annick Morel, un processus général de déflexivité et de décondensation. On voit bien, en tout cas, que dans ce numéro, il y a la récurrence de l'affirmation d'une permanence par-delà le changement et d'une hésitation qui est aussi celle de la diachronie, et on retrouve en particulier les mêmes interrogations pour le moyen français. À quel moment peut-on parler de changement?
Qu'est-ce qui s'inscrit dans la durée? Que peut-on prédire de l'évolution? Donc, on voit par conséquent que ce concept de l'émergence s'inscrit dans cette quête de modèle pour l'extrême contemporain, à laquelle on peut ajouter des théories qui ont été beaucoup exprimées ces dernières années dans le monde des linguistes, la théorie du continuisme, de la grammaticalisation, qui est en particulier exprimée par Christiane Marchellonisia. Je pense aussi aux théories de Cosseriou, des théories sur la résurgence et des modèles variationnistes. Et je renvoie là aussi à un article dans cette revue diachronique de Claire Badiou qui y fait référence. Donc, évidemment, l'idée c'est de savoir en quoi ce concept peut apporter. Est-ce que c'est une théorie de plus ou une métaphore de plus qui finalement n'ajoute pas grand-chose par rapport à ce qui existe déjà? Ou est-ce que véritablement cela peut être un modèle productif? C'est cette question, je ne sais pas si nous pourrons y répondre aujourd'hui, mais je dirais qu'elle mérite au moins d'être posée et je laisse la parole à Olivier Souty.